Donc, durant cette présentation, nous aurons donc plusieurs objectifs à atteindre. Donc, à la fin de ce topo, nous devions être capables de définir ce qu'on entend par consultation prénatale, de citer les différents modèles de consultation prénatale et ses limites, décrire le calendrier de consultation prénatale selon l'OMS depuis 2016, citer les 4 principales fonctions de la consultation prénatale et citer les différents buts de chaque consultation prénatale. Pour atteindre ces objectifs, c'est ce plan que nous allons aborder. Donc, nous pourrons donc dire en guise d'introduction que la morbidité et la mortalité maternelle et infantile sont évitables. Et ceci a été planifié depuis les études et selon le programme de l'Organisation mondiale de la santé 2016. La grossesse devrait être une expérience positive du début jusqu'à la fin. Ceci dans le but de promouvoir le bien-être de la femme durant le travail et l'accouchement et avoir une maternité heureuse. Donc, nous pouvons donc définir les consultations prénatales comme étant des conduites destinées à la femme enceinte afin de prévenir les complications de la grossesse et de diminuer la mortalité maternelle et périnatale. Donc, ce topo regorge plusieurs intérêts, à savoir diagnostic, dans la mesure où il existe plusieurs signes de danger pouvant alerter la femme ou le personnel, la femme enceinte ou le personnel de santé. Un intérêt épidémiologique dans la mesure où 15% d'accouchements se compliquent. Et pronostic parce qu'il existe plusieurs risques de morbidité maternelle et infantile. Nous allons donc faire quelques petits rappels concernant une grossesse normale. Il existe plusieurs modifications au cours d'une grossesse. Pondérale en moins de 12 kg, gastro-intestinale, urinaire, tégumentaire. Nous n'allons pas rentrer dans les détails pour citer ces différentes modifications. C'est juste un rappel, un aperçu des différentes modifications retrouvées au cours d'une grossesse. Concernant les besoins nutritionnels, il serait important quand même de les détailler parce que dans le counseling, durant les consultations prénatales, il serait important de bien connaître ces différents éléments. Donc, besoins nutritionnels énergétiques chez la femme enceinte, elle a besoin de 2500 kilocalories par jour, répartis comme suit, soit 50% de glucides, 30% de lipides et 20% en protéines. Une consommation hydrique en moyenne de 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Une vitamine D, 100 000 unités internationales à partir de 28 semaines d'aménorrhée. Donc, un besoin en acide folique à raison de 400 microgrammes par jour jusqu'à 12 semaines. Un besoin en fer de 30 à 60 mg par jour à partir de 12 semaines. Un besoin en calcium d'un gramme par jour. Donc ici, nous allons rappeler que 1 gramme par jour correspond environ à 1 litre de lait. Pourquoi il est important de le rappeler? Parce que dans les pays à faibles ressources, dans les pays en voie de développement comme le nôtre, il n'est pas aisé de trouver une personne, une femme enceinte qui pourrait, n'est-ce pas, consommer 1 litre de lait par jour, d'où la nécessité de supplémenter cette femme au travers des comprimés généralement prescrits durant nos consultations prénatales. Donc, nous allons quand même faire un petit rappel sur les grossesses à risque. Nous avons un peu parlé des grossesses normales. Faisons quand même un petit rappel sur les grossesses à risque. Les grossesses à risque seront classées en fonction du terrain, en fonction des antécédents généraux, en fonction des antécédents obstétricaux. Comme antécédent de terrain, toute femme enceinte qui a un âge compris, qui a un âge inférieur à 18
18 ans ou supérieur à 40 ans, une taille inférieure à 150 cm, un poids inférieur à 40 kg ou supérieur à 80 kg, une grossesse qui survient dans un contexte d'infertilité, une grossesse qui survient chez une femme ayant un bas niveau social, une maladie héréditaire ou un traitement au long cours, notamment l'utilisation des anticoagulants, des antiépileptiques et j'en passe. Comme antécédents généraux, les grossesses à risque, notamment les patientes hypertendues, diabétiques, ayant des pathologies organiques ou psychiques ou des infections, à l'instar de l'infection à VIH, à l'hépatite virale B, C ou à la tuberculose. Comme autres antécédents, les antécédents obstétricaux, antécédents d'utérus cicatriciel, nous tenons à rappeler ici que cicatriciel ne veut pas toujours dire césarienne. Un antécédent de myomectomie peut être considéré comme un utérus cicatriciel, devrait être considéré comme un utérus cicatriciel. Les antécédents de fausse couche à répétition, la prématurité, les antécédents de mort fœtale in utero, une grossesse secondaire à une fécondation in vitro. Et enfin, des pathologies gravidiques, c'est-à-dire en rapport avec la grossesse, ou notamment les grossesses multiples, le retard de croissance, l'infection à toxoplasmose grossesse, à alvéole, des malformations fœtales. Nous avons jugé mieux citer ces éléments-là pour permettre de bien prendre en charge et de bien considérer ces patients, parce que toute femme ayant des facteurs de risque aggravant, la rendant, n'est-ce pas, vulnérable, demande, n'est-ce pas, un suivi plus rapproché et avec plus d'attention. Donc, ainsi donc fini avec les rappels, nous allons passer en revue les différents modèles de consultation prénatale en rappelant l'historique. Donc, la consultation prénatale a subi de nombreuses évolutions. Ceci dans le but d'améliorer ou de réduire de façon considérable le taux de mortalité maternelle. Au départ, l'Organisation mondiale de la santé avait opté pour la consultation classique, qui était le type de suivi durant la grossesse, caractérisé par 12 visites, c'est-à-dire 12 contacts, 12 consultations. Ensuite, les résultats n'étant pas satisfaisants, l'approche à risque a été adoptée. Toujours pas satisfaisant, la consultation prénatale recentrée a été adoptée jusqu'en 2015. Donc, depuis 2016, l'Organisation mondiale de la santé a donc pris comme résolution les nouvelles recommandations qui stipulent que toute femme enceinte devrait bénéficier d'au moins 8 consultations prénatales. Nous allons parcourir tour à tour les différentes évolutions de ces consultations prénatales en insistant sur les avantages et les limites de chacune. Concernant la consultation prénatale dite classique, constituée de 12 visites, elle était caractérisée par une consultation par mois jusqu'à 28 semaines, puis une fois toutes les 2 à 3 semaines jusqu'à 36 semaines, puis une fois par semaine jusqu'à l'accouchement. Quels étaient donc les avantages de ce type de consultation de suivi prénatal? Il y avait une proximité qui, qui était nouée entre la patiente et la structure sanitaire, ainsi qu'avec ses prestataires, donc le personnel soignant. Mais les limites qui avaient été découvertes étaient qu'il n'y avait pas un véritable accent sur les besoins individuels des clientes et la consommation du temps pour le prestataire et pour le client revenait dans ses limites.
Donc, face à ces limites, l'Organisation mondiale de la santé a opté pour l'approche à risque qui était, dont les caractéristiques étaient idem à la CPN classique. La particularité ici était qu'on répartissait les femmes en deux groupes, le groupe des patientes à faible risque et le groupe de patientes à haut risque. L'avantage de ce type de suivi était idem que celle des consultations prénatales classiques, à savoir la proximité avec la structure et le formateur, le personnel de santé. Mais les limites qui ont été évoquées étaient précisément le fait qu'on ne pouvait prédire une complication chez une patiente parce que celle qui pourrait sembler ne pas avoir des risques à la fin durant le travail présentait des risques. Donc, toutes les femmes sont à risque. Toute femme enceinte est à risque d'avoir des complications. Donc, il n'était pas possible de le prédire. Les facteurs de risque ne sont généralement pas une cause directe de ces complications. Aussi, de nombreuses femmes dites à faible risque avaient un faux sentiment de sécurité, parfois des dénis face aux signes de danger et sont pas exemples de ces complications-là. La plupart de ces, par contre, la plupart des femmes à haut risque accouchaient sans complications. L'utilisation inefficace malgré l'utilisation inefficace euh, des faibles ressources. Donc, face à ces différents problèmes, l'OMS donc a jugé bon ne pas utiliser cette méthode parce que le taux de mortalité maternelle restait inchangé. Ainsi donc, a été proposé des consultations prénatales santé qui étaient caractérisées par 4 visites réparties ainsi qui suit. La première entre 12 et 16 semaines d'aménorrhée, la deuxième entre 24 et 28 semaines, la troisième entre 32 et 34 et la quatrième à partir de la 36e semaine. Comme avantage, les soins étaient axés sur les femmes et individualisés, améliorer la qualité des soins fournis et vaquer à d'autres occupations. Les limites qui ont été entre le prestataire et la cliente, l'impression d'être moins suivi par la patiente et la détection tardive des risques, augmentant ainsi le taux de mortalité maternelle. Face à ces problèmes, l'Organisation mondiale de la santé a proposé depuis 2016 la nouvelle recommandation qui est axée sur au moins 8 consultations prénatales, permettant ainsi de ramener le taux de mortalité périnatale à 8 pour 1000 naissances. Donc, depuis lors, c'est cette nouvelle recommandation qui est appliquée jusqu'à nos jours. Et comme caractéristique, durant les 8 visites minimum, la première se faisant avant 12 semaines, parce que autrefois, on disait aux femmes enceintes de venir en consultation prénatale à partir du 3e mois. De nos jours, dès qu'on se sait enceinte, on doit venir commencer les visites prénatales. Après cela, la deuxième se fait autour de 20 semaines, ensuite 26, 30, 34, 36, 38 et 40 semaines. Quels sont les avantages de cette nouvelle recommandation? Elle permet de détecter de façon précoce les anomalies, permettant ainsi une prise en charge rapide et adaptée. Elle permet également les soins de qualité, les visites étant plus fréquentes et rapproche davantage la femme enceinte de son prestataire. Et comme limite, elle semble être coûteuse pour des formations sanitaires ou des consultations prénatales.
sont payés à chaque fois que la patiente arrive à la formation sanitaire. Et pour l'instant, c'est une procédure qui est en cours d'expérimentation. Donc, nous ne sommes pas sûrs de façon exacte de son efficacité. Ainsi donc, présenter l'historique des consultations prénatales, parlons-en des fonctions. Donc, il existe 4 fonctions. La première étant la promotion de la santé. La deuxième, elle est préventive, qui consiste en la prévention des complications et des maladies. La troisième, elle est curative, consistant en la détection et le traitement précoce des différents problèmes et complications. Et la dernière, la quatrième, qui est la préparation à l'accouchement. Concernant donc la fonction promotionnelle, elle a pour but de promouvoir les avantages de la présence d'un prestataire compétent lors de l'accouchement. La bonne alimentation, l'habillement décent, d'encourager les femmes à solliciter les soins du postpartum pour elles-mêmes et pour leur nouveau-né. Donc, toujours dans la promotion de la santé, comme conseil nutritionnel, on a les différents aliments qu'on peut conseiller à une femme enceinte. On interdit la consommation de l'alcool et éviter au maximum le tabagisme passif ou actif. Dans la promotion de la santé, on prône sur la non-violence de la femme enceinte et cela consiste par une discussion autour de cette violence pendant la grossesse et elle consiste donc à causer, à dialoguer avec le couple en vue de réduire au maximum ces violences qui sont fréquemment rencontrées dans notre contexte. Il est aussi important de donner les différents signes d'alerte, à savoir une notion de fièvre, saignement, douleur abdominale, écoulement idien vaginal, douleur abdominale, vomissement important, diminution des mouvements fœtaux. Ce sont des signes qui devraient alerter la dame et l'amener à consulter le plus rapidement possible. La deuxième fonction étant préventive, elle consiste à informer la patiente sur ces signes de danger et l'importance des différents dépistages, notamment le dépistage du VIH, hépatite B, C, toxoplasmose, rubéole, syphilis. Donc, je vais juste insister sur la toxoplasmose, rubéole et syphilis, qui sont des maladies qui entraînent des embryophétopathies. Juste un rappel, la syphilis, qui a pour agent pathogène le treponème pâle, qui est un germe qui traverse le placenta, la barrière placentaire. Donc, la contamination materno-fœtale ne se ferait qu'en présence du placenta. Donc, avant 12-14 semaines, il est conseillé donc fermement, activement de faire ce dépistage-là pour éviter la transmission à l'embryon, au fœtus, autant pour moi. Donc, dépistage du diabète qui est aussi retrouvé parmi les causes de malformations cardiaques, de macrosomie, d'avortement tardif, une humiliation formée sanguine parce qu'une anémie en début de grossesse pourrait être à l'origine d'une fausse couche spontanée, un prélèvement cervico-vaginal à la recherche d'une infection pouvant être à l'origine d'une fausse couche, l'examen des selles, principalement à la recherche de l'ankylostoma duodenali, responsable des anémies fériprives.
Donc, le counseling sur le vaccin antitétanique devait être fait. Le counseling dans la prévention du paludisme à travers l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, assainissement du milieu et l'utilisation du traitement préventif intermittent à partir de la 13e semaine. Donc, concernant les oligo-éléments, nous avons cité dans nos rappels le fer, l'acide folique, la vitamine A, le calcium. L'apport complémentaire en iode faisant partie des différents, faisant partie de notre sel de cuisine, nous n'allons pas insister car notre sel de cuisine est riche en iode. Donc, la troisième fonction est curative. Il s'agit de détecter et traiter précocement la toxoplasmose, traiter le paludisme, les parasitoses digestives, les infections génito-urinaires ou d'autres complications qui pourraient survenir. Le dernier volet, la dernière fonction étant la préparation avec la patiente sur le lieu choisi d'accouchement. Le prestataire compétent pour assister la dame, c'est elle fait le choix. Le mode de transport fiable et accessible vers la formation sanitaire. Faire des réserves financières dès le début de la grossesse. Et le bon counseling consiste donc à demander à la patiente de préparer un montant qui pourra prendre en charge son accouchement, même s'il s'agit d'une césarienne. Choisir la personne qui prendra la décision, dont un décideur, quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un qui pourra prendre la décision lorsqu'elle sera en travail. Le soutien familial et communautaire, un donneur de sang et rappeler les signes d'alerte ou signes de danger ou signes de travail avancé. Se faisant avant 12 semaines, elle a pour but de confirmer la grossesse, de la dater, de la localiser parce qu'il peut avoir une grossesse ectopique. Une grossesse ectopique n'étant pas exclue, une grossesse hétérotopique n'étant pas exclue. De préciser également le caractère évolutif de la grossesse et dépister et traiter pathologies pouvant entraver l'évolution de cette grossesse. L'examen clinique, quant à lui, consiste à rechercher les facteurs de risque pouvant mettre en danger l'évolution de la grossesse, de rechercher les signes sympathiques de la grossesse et de voir la corrélation entre l'âge de la grossesse et la taille de l'utérus. Comme examen paraclinique, nous rappelons juste les examens qui ont été cités précédemment, notamment le groupe sanguin. Si elle est résus négatif, la recherche d'arythmie irrégulière également serait conseillée. Une numération des sérologies, la glycémie, prélèvement cervico-vaginal, l'examen des selles. Donc, la première échographie sera donc demandée avec les différentes indications comme mentionné précédemment. La seule particularité ici, c'est la recherche de la clarté nucale, mais elle n'est pas systématique. Elle se fait chez les patients ayant des facteurs de risque, notamment un antécédent de trisomie 21, un antécédent de mort fœtale in utero chez une patiente de plus de 40 ans ou un antécédent ou une grossesse chez femme âgée. Donc, ce n'est pas de façon systématique qu'on demande généralement cette clarté nucale. Et la clarté nucale peut mettre en évidence une épaisseur supérieure à 5 mm, mais il y a des cas qui ont été dit que ce n'est pas à 100% qu'on aurait associé cette clarté nucale à une malformation liée ou en rapport avec la trisomie 21.
Donc, la deuxième consultation prénatale se faisant autour de 20 semaines, à l'anamnèse, on va rechercher la présence des mouvements actifs fœtaux, sachant que les premiers mouvements actifs fœtaux chez la primipare apparaissent entre la 18e et la 20e semaine, tandis que chez la multipare, c'est autour de 16 à 18 semaines. Mais il y a des cas chez des femmes, chez des multipares qui sont plus entraînées, qui ont une bonne expérience de maternité, de pouvoir détecter ces mouvements bien avant. À l'examen physique, on va donc calculer l'âge de la grossesse à travers la formule gravidique, à travers la date de dernière règle, le poids de la maman qui devrait, n'est-ce pas, être suivi de façon chronologique, les paramètres, notamment la pression artérielle, et on va apprécier la hauteur utérine, apprécier la présence des bruits du cœur du fœtus, rechercher les œdèmes des membres inférieurs et possiblement la bandelette urinaire à la recherche des protéines. Donc, à l'examen paraclinique, une échographie morphologique est demandée, une échographie obstétricale dont l'indication est la recherche des malformations. Donc, la prochaine consultation prénatale se faisant entre la 24e et la 28e semaine, ayant pour but à l'anamnèse idem, pareil pour l'examen physique, on apprécie l'évolution de la taille de l'utérus en fonction de l'âge de la grossesse. Donc, par la clinique, dépistage du diabète gestationnel, recherche de la glutamine irrégulière si la patiente a des résus négatifs. Donc, entre la 28e et la 32e semaine, c'est pareil. Les mêmes éléments d'examen qui ont été cités précédemment sont recherchés. Juste pour rappeler que le toucher vaginal ne se fait pas de façon systématique durant toutes les consultations prénatales. Donc, si une patiente est vue pour la première fois, on doit faire un toucher vaginal pour apprécier son col. Mais après, il n'y a pas vraiment d'indication, sauf s'il y a une notion de douleur pelvienne, notion d'écoulement, notion de sensation de pesanteur. Sinon, de façon systématique, le toucher vaginal se fait au début et à la fin d'une grossesse. Donc, à partir de la 36e semaine, le but est de déterminer le mode de l'accouchement. L'examen physique, ici, la particularité, c'est la pelvimétrie clinique. Donc, on va apprécier cliniquement le bassin de la patiente. Sur le plan paraclinique, dans certains hôpitaux, de façon systématique, on demande les bilans préopératoires ou pré-accouchement, notamment numération formule sanguine TP, TCK, mais ce n'est pas systématique. Et dans notre contexte où ces examens coûtent autour de 11 000 francs, ce n'est pas donné. Donc, sachant que 85% d'accouchements se font normalement, on n'encourage pas de faire de façon systématique ces examens. C'est au cas par cas, connaissant les ressources de la plupart de nos patientes. Et concernant l'examen morphologique, l'échographie du troisième trimestre est demandée, dont les indications étant de préciser la présentation, de rechercher s'il y a circulaire du cordon ombilical, de voir la quantité du liquide amniotique, le poids fœtal estimé, le caractère évolutif de la grossesse et en fonction des cas, l'index de résistance cérébro-placentaire. À partir de la 37e semaine, la recherche des complications est suivie, la surveillance materno-fœtale de façon hebdomadaire. Donc, à partir de 37 semaines, les rendez-vous se font une fois par semaine et on continue les conseils concernant l'éviction des médicaments sans avis médical. Souvent, à cet âge, ces femmes peuvent, peuvent recevoir des informations et peuvent prendre des médicaments traditionnels, soi-disant pour améliorer l'accouchement.
Donc, c'est le moment de rappeler à ces dames de ne rien prendre comme médicament ou comme potion indigène ou traditionnelle sans l'avis du médecin. Ceci dans le but d'éviter des complications. À partir de la 41e semaine, on est en post-terme. La surveillance materno-fœtale se ferait tous les 3 jours. À partir de 42 semaines révolues, on est déjà en post-terme. Il y a risque de vieillissement placentaire, il y a risque de morbidité fœtale. À ce moment, une induction du travail est conseillée. Donc, parvenu donc au terme de cette présentation, nous pourrons donc dire que la consultation prénatale reste un moyen efficace pour réduire la mortalité maternelle et périnatale. L'Organisation mondiale de la santé depuis 2016 a adopté les nouvelles recommandations selon lesquelles nous devons suivre une femme enceinte, au moins 8 fois durant sa grossesse. Ceci permettant de réduire de façon considérable les décès liés au mauvais suivi de la grossesse. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Je reste ouvert pour les différentes questions ou ajouts. Merci. Donc, sans plus tarder, la parole est à qui veut bien la prendre. Question, commentaire, ajout, expérience personnelle. Je vous passe la parole. Merci. Bon, je vois la première question. Pourquoi la supplémentation en calcium est systématique? Je la croyais réservée aux femmes avec risque de maladie hypertensive. Merci pour cette question. Il a été démontré que les patientes ayant un antécédent de prééclampsie ou des patients ayant un antécédent de pathologie vasculaire durant la grossesse ont un risque diminué si on supplémentait en calcium à partir de la 20e semaine. Mais certes, dans certains contextes, dans certains pays, dans certaines localités, c'est ainsi que c'est adopté. Mais le calcium n'est pas seulement important dans ce contexte. Pourquoi? Parce que, comme on l'a rappelé dans les besoins nutritionnels de toute femme enceinte, la femme enceinte a besoin d'1 gramme de calcium par jour, indépendamment du fait qu'il y ait des antécédents de maladies hypertensives ou pas. Dans les pays à dans les pays développés, on peut être sûr que dans la ration alimentaire, une femme enceinte puisse avoir environ 1 gramme de calcium par jour, mais chez nous, dans notre contexte, c'est très difficile. C'est pourquoi on a essayé de comparer ce qu'il faut consommer pour avoir 1 gramme en calcium par jour, revenant à 1 litre de lait. C'est pas donné à toutes les femmes d'avoir cette chance-là. C'est pourquoi il est conseillé de supplémenter nos femmes en calcium. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, s'il faut paraphraser, c'est quoi? C'est que chez nous au Cameroun, beaucoup d'auteurs disent qu'il est préférable de supplémenter toutes les femmes en calcium parce qu'on n'est jamais sûr de leur apport en calcium, de leur apport journalier en calcium. Merci. Je vois une main. Oui, vous avez la parole. Ok, bonsoir. Merci, docteur, pour votre brillante présentation. Moi, je suis encore étudiant en médecine.
Et je me demandais, s'agissant de la supplémentation en fer, qui doit débuter à partir de la 12e semaine d'aménorrhée, comme vous l'avez si bien dit, et de la supplémentation en acide folique, qui, elle, s'arrête à la 12e semaine d'aménorrhée. Pour certaines combinaisons de médicaments tels le Fédate B9, qui associe à la fois le fer ferreux, je crois, et la vitamine B9. Est-ce qu'il est donc recommandé de donner ce Mhm. genre de médicaments ou alors il faut toujours séparer le fer après et la vitamine B9 avant la 12e semaine? Merci. Mhm. Merci pour cette question. Euh, L'acide folique, que ce soit avant la 12e semaine ou après la 12e semaine, reste nécessaire pour la femme enceinte. Mais, mais, son apport avant la 12e semaine est plus important pour le bien-être fœtal parce que en cas de carence, nous savons que les 2 premiers mois de grossesse, c'est la période d'organogénèse. En cas de carence en acide folique, on aura des anomalies telles que l'anomalie de fermeture du tube neural, aboutissant au spina bifida et consorts. La carence en acide folique peut aussi être à l'origine des fausses couches durant la grossesse, dans des fausses couches spontanées. À partir de la 12e semaine, l'acide folique reste important pour la femme enceinte, mais n'a pas un impact majeur sur le devenir du fœtus. Quel est donc le rôle de l'acide folique à partir de la 12e semaine? C'est de stimuler la moelle osseuse à l'érythropoïèse. Le rôle de l'acide folique à partir de la 12e semaine, le bénéfice à prescrire l'acide folique à partir de la 12e semaine serait donc de lutter contre l'anémie maternelle. Par contre, avant la 12e semaine, c'est lutter contre les anomalies, les pathologies fœtales telles que les anomalies de fermeture du tube neural. Chez certaines femmes ayant des facteurs de risque particuliers, antécédents de spina bifida, antécédents de malformation du fœtus, durant la période préconceptionnelle, il est même conseillé de commencer à prendre ces acides foliques-là. Donc, il n'est pas dangereux de donner des combinaisons fer plus acide folique à partir de 12 semaines chez une femme enceinte. Est-ce qu'il faut donner seulement du fer? Non. C'est toujours en association. Mais dans cette association-là, la quantité d'acide folique n'est pas énorme comme le médicament qui est prescrit durant les 12 premières semaines de grossesse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Donc, concernant le fait, les études ont montré que la femme enceinte a un faible besoin ou n'a pas de besoin en fer durant les 3 premiers mois de grossesse, donc durant les 12 premières semaines. Donc, il n'est pas nécessaire chez une femme qui n'est pas anémiée ou qui n'a pas de carence en fer à la base de lui prescrire du fer durant les 3 premiers mois de grossesse. C'est pourquoi on préfère juste donner de l'acide folique et attendre à partir de la 12e semaine. Débuter donc la supplémentation en fer, en sachant que environ 10% du fer qui est pris per os est absorbé. Donc, pratiquement 90% éliminé par voie digestive. Ce qui fait qu'on aura environ 3 à 6 mg de fer chez la femme enceinte par jour. Or, la femme enceinte a besoin de 800 mg durant toute sa grossesse, répartis comme suit: 300 pour elle et 500 mg pour le fœtus.
Donc, c'était juste un rappel. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Je repasse la parole à qui veut bien la prendre. Allô, docteur Billy. Bien que j'ai levé Oui, la main. oui, En fait, je sais que c'est de la gynécologie, mais on m'a tendu une pêche lorsqu'on a oui, parlé de oui, la maladie du tube neural. oui, Donc, oui. en ma qualité d'aspirant Neurochimie. neurochimie, je peux, je peux rester tranquille devant ce sujet parce que je pense que c'est un problème qui est en fait, qui recourt en fait de la responsabilité du médecin. Parce que en neurochirurgie, on opère les patients qui ont des spina bifida et je pense qu'il est important de faire comprendre à la communauté médicale que nous sommes ceux qui peuvent prévenir effectivement la survenue de ces pathologies-là. C'est lors de la visite prénatale, c'est lors des conseils qu'on donne aux femmes enceintes, aux femmes qui désirent avoir des enfants, aussi bien dans le contexte hospitalier que dans le contexte extra-hospitalier. Donc, pour illustrer ce que je veux dire, je vais raconter une histoire qui m'a beaucoup touché. Il y a une jeune femme qu'on a reçue qui vient du... Bon, il y en a deux, je commence par celle de celle qui vient du Nord Cameroun, qui a un enfant tout chétif, tout maigre, et on nous fait comprendre cet enfant-là a 2 ans. Moi, je ne comprends rien. L'enfant était tout petit, à peine la taille d'un chat, d'un grand chat, et il avait une plaie dans le dos qui était très moche, presque infectée même déjà. Donc ça, justement, ça interpelle parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Voilà les conséquences, en fait, des choses qu'on peut éviter. C'est-à-dire que lorsqu'elle sort du Nord Cameroun pour arriver à Yaoundé pour se faire opérer, ça coûte pratiquement 800 000 au total, mais ça aurait été prévenu avec du fait folle. C'est les comprimés qui coûtent la boîte, c'est peut-être 500 ou 600 francs. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais ce sont des petites erreurs qui ont des répercussions énormes. Déjà, parce que celle-là, justement, lorsqu'elle arrive, là, il faut opérer, il n'y a pas les moyens, on commence à taper les mains partout, il faut appeler le service social, il faut, pour un problème qu'on aurait prévenu avec un conseil, avec une boîte de médicaments donnée au bon moment, tout simplement. L'autre histoire qui me marque, c'est une femme qui a Yaoundé, qui a 3 enfants, et le quatrième, en fait, lorsqu'elle est enceinte, elle commence à prendre de l'acide folique à partir du premier, en fait, quand elle a fini le premier trimestre. Ça correspond au moment où elle va en fait à l'hôpital pour signaler qu'elle est enceinte. Et c'est là que le gynécologue ou bien le médecin qui la suit la met sous acide folique. Mais l'enfant naît avec cette rougeur, parce que parfois ce n'est même pas ouvert, mais il y a juste une rougeur dans le dos. Généralement, ça se vient dans la région lombaire, de plus de 60% des spina bifida, voire même 80%, se viennent dans la région lombaire. Donc, lorsqu'il y a cette rougeur-là, il est question de référer l'enfant chez un neurochirurgien compétent, ce que certaines personnes ne font pas souvent. Et cette femme, elle a ses enfants normalement, mais le petit dernier, elle est à l'hôpital avec cet enfant depuis le jour de sa naissance, jusqu'au jour où il arrive chez nous, où, malgré le fait qu'il soit né avec sa lésion qui était évocatrice d'un méningocèle, n'a pas été prise en charge chirurgicalement de façon adéquate. Voilà la rougeur, effectivement. Merci, Dr. Blzy. N'a pas été prise en charge de façon adéquate parce que ça, justement, il y a un traitement chirurgical qui va avec. Donc, vu qu'on n'a pas pris ça en charge dès la naissance, ça s'est refermé. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'arrête là parce que la spina bifida, avoir cette lésion-ci veut dire qu'il y a une ouverture. Les méninges, en fait, sont fixés en bas à la structure osseuse. Et parfois, en dehors des méninges, si les méninges sortent seulement avec de l'eau, c'est les méningocèles. Mais parfois, vous avez les radicules là qui vont entrer également dans la poche. C'est ça qu'on appelle un myéloméningocèle, qui peut être fermé, c'est-à-dire c'est la peau que vous voyez avec une touffe parfois de poils, ou alors ouvert, comme ici, on parle de spina bifida aperta. Donc, lorsque c'est ouvert comme ceci, il y a un risque infectieux qui est également important. Maintenant, la lésion anatomique qui est associée à ça, c'est la fixation, la basse fixation de la moelle. Ça veut dire que quand cet enfant va grandir, vu que les radicules sont exposés ici à l'extérieur et adhèrent dans du tissu
parce que ça colle à la peau, en fait. Ce que vous voyez rouge et un peu blanc au bout, là, c'est de la peau, en fait, qui est ici, justement. Le petit au bout, là, c'est de la peau. C'est de la peau, en fait, qui est extériorisée. Donc, cette histoire-ci, je vais noter un peu ici. C'est de la peau qui est extériorisée. C'est les méninges qui sont fixés à la peau. Donc, quand l'enfant grandit, la moelle reste en dessous. La moelle reste en dessous et le petit voit sa moelle, voit son rachis augmenter au fur et à mesure. Donc, tout le système nerveux central est tiré vers le bas. Au niveau du foramen magnum, ça va donc bloquer parce que le cervelet ne peut pas sortir. Il y a donc un engagement amygdalien qui va suivre et ça va entraîner chez lui une hydrocéphalie mécanique. L'hydrocéphalie, maintenant, a des complications. Parmi les complications de l'hydrocéphalie, il y a le retard de développement psychomoteur et les troubles cognitifs, parmi lesquels les troubles de la mémoire qui sont marqués. Donc, parce qu'on n'a pas donné un comprimé de 500 francs à une femme, au moment opportun, c'est-à-dire au moment où elle désire avoir la grossesse, ou alors dès le moment où elle se rend compte qu'elle est, ou alors dès qu'elle se rend compte qu'elle peut être enceinte, à cause de ce comprimé de 500 qu'on n'a pas donné, vous voyez jusqu'où est-ce qu'on peut aller en termes de complications. Personnellement, je trouve que c'est un peu dur à accepter. C'est dur à concevoir que quelqu'un qui n'a rien demandé à venir au monde puisse vivre avec un truc comme ça et demain est un attardé mental parce qu'on n'a pas donné de l'acide folique. Donc, pensons à ce genre de choses et mettons l'accent sur ce qu'il faut faire parce que, comme mes maîtres ont l'habitude à dire, ne faisons pas la médecine avec légèreté. Ne faisons pas la médecine avec légèreté. Travaillons avec beaucoup de précision. C'est dans cette précision-là qu'on parvient à donner aux patients des soins de qualité. Et toutes les formations qu'on fait médicalement n'auront pas de sens si après, vous qui suivez les formations, ne faites pas à la population des soins de qualité parce que c'est l'objectif du médicament, d'améliorer la qualité de service de soins offerts aux populations. Donc vraiment, j'aimerais qu'on attire l'attention sur ça aujourd'hui. Si on peut finir et qu'on se rappelle que toute femme ayant le désir d'avoir un enfant, ou bien au moment où elle commence à chercher l'enfant, dès qu'elle commence à avoir des rapports féconds, ou bien des rapports à risque, doit commencer à prendre son acide folique, c'est que ce serait bien. Disons ça autour de nous, disons ça en conversation à tous ceux à qui il faut le dire, parce qu'il faut qu'on évite que ce genre de choses arrivent. Si les complications sont énormes. C'était ça que je voulais qu'on Ok. Merci, docteur Ndouama, vraiment pour ces éclaircissements. Je crois que on a bien compris dans le fond jusqu'où peut arriver la négligence de prendre le petit comprimé appelé Agfol, acide folique, Fefol et tout ça. Donc, merci. Et je pense que les différents orateurs, les différents participants, les différents membres de Medical Mind pourront retenir que dès la phase préconceptionnelle, c'est-à-dire dès qu'une femme a l'intention de concevoir, veut concevoir, si elle vient vous voir, quel médicament vous pouvez la prescrire, c'est bien l'acide folique. Chez les femmes qui sont en train de faire les examens prénuptiaux, donc dans quelques jours, elle va se marier et après, ça sera la grossesse probablement. Quel est le médicament qu'il faut prescrire? C'est de l'acide folique parce que les complications sont nombreuses à court, à moyen et à long terme. Donc, je vois deux mains levées. Yannick va d'abord poser sa question avant que Yera intervienne. Yannick, tu as la parole. D'accord, merci docteur de me passer la parole. Je suis Yannick Tifo, je suis médecin généraliste. Oui, je voudrais, c'est moi. Allô? Oui, allô, si. Oui, c'est moi qui ai posé la question à propos du calcium. Je voudrais un peu revenir dessus parce que je voudrais connaître justement quelle sera l'utilité de cette supplémentation systématique en calcium là. Est-ce que c'est pour les réserves de l'enfant ou bien est-ce qu'il y a un besoin pressant en calcium pendant la grossesse qui doit être comblé chez la mère?
au point où le déficit pourra avoir des conséquences assez graves. Donc, je voulais vraiment avoir un éclairci dessus, assez profond. Merci. Ok, merci Yannick pour la question. Déjà, le calcium est un élément important dans la physiologie musculaire. Et le calcium est un élément important dans la minéralisation de l'os. Dans la minéralisation de l'os, on fait allusion à la croissance osseuse du fœtus. Et dans la contraction musculaire, on fait allusion aux contractions des muscles lisses, à la régulation de la pression artérielle de la mère. Il dit régulation de la pression artérielle chez la mère, dit bonne perfusion placentaire. Bonne perfusion placentaire renvoie à une bonne croissance du fœtus. Donc, une maman, une femme enceinte qui a une bonne réserve en calcium a un double avantage. L'avantage est maternel et fœtal. C'est vrai que pour qu'on atteigne le niveau d'hypocalcémie, c'est difficile. Mais lorsque cette situation se trouve, généralement, les conséquences sont drastiques. C'est pourquoi beaucoup de gynécologues préfèrent, face à une femme enceinte démunie, qui n'est pas sûre d'avoir un repas par jour, où il y a des patientes que quand vous voyez, vous recevez, vous savez qu'elles traversent des moments difficiles. À ce moment-là, on n'a pas de doute à se faire. On les met systématiquement sous supplémentation en fer, supplémentation en calcium. S'il y a de la vitamine D, on leur donne la vitamine D. Donc, il est bénéfique pour le consultant, pour la patiente, pour le fœtus, de supplémenter la femme enceinte en calcium. À défaut, sauf si vous avez devant vous une patiente qui est bourgeoise, qui peut prendre du lait chaque jour, elle n'a pas de facteurs de risque, elle n'a pas d'antécédents obstétricaux majeurs, là, on peut se passer de cette supplémentation-là, mais c'est difficile de retrouver dans notre contexte ce type de patient. C'est pourquoi beaucoup préfèrent prescrire. Je ne sais pas si docteur Yannick, est satisfait de ce que je viens de dire. Oui, Yannick, vous avez encore Oui, levé docteur. la main, vous avez la parole. Oui, docteur, merci. Je suis satisfait. Bon, c'est vrai que j'avais posé des questions dans la discussion. Bon, je préfère les poser maintenant pour qu'on en finisse. Oui, ma deuxième question, c'était de savoir si une femme vient, par exemple, pour sa première CPN à 6 semaines, est-ce qu'on va la revoir seulement à 20 semaines, comme le prévoit le calendrier des CPN, selon les dernières recommandations de Non, 2016? Si oui, est-ce que ce mhm. délai-là n'est pas un peu non, long? non, non, on la voit après 4 semaines. Donc, dès qu'elle débute là, toutes les 4 semaines, elle doit être vue jusqu'à l'accouchement. Donc, je préfère qu'on retienne comme ça. Ok, d'accord, docteur. Elle doit Et, être vue une fois par mois. d'accord, docteur. Et ma dernière question était Ah. de savoir que faire en cas de prise excessive ou insuffisante de poids par la patiente pendant la grossesse. Si vous êtes dans un hôpital multidisciplinaire, vous l'envoyez voir un diététicien. Je préfère être direct comme ça. Maintenant, en tant que médecin, vous connaissez les différents facteurs de risque. Les comorbidités, ils peuvent en découler. Donc, quand il s'agit de la prise de poids,
il faut craindre certaines pathologies comme le diabète gestationnel, il faut craindre certaines pathologies comme l'hypertension artérielle sur grossesse. Donc, vous devez mettre un accent sur ces facteurs de risque-là. Donc, si il y a perte de poids ou faible gain pondéral, il faut rechercher s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. En tant que médecin, c'est ce que vous devez faire. Mais sinon, s'il y a la chance d'avoir une diététicienne, il y a des diététiciens dans les grands services de gynécologie qui suivent les femmes enceintes et qui donnent des conseils aux femmes enceintes. Nous avons, par exemple, les cas de primipare, dont des femmes, lors de leur première grossesse qui accouchent par césarienne, on leur donne donc les conditions, les critères à remplir pour une épreuve de cicatrice lors de la prochaine grossesse. Donc, notamment le poids du fœtus qui ne devrait pas atteindre 3500 grammes. Donc, chez ces femmes-là, généralement, on les réfère chez les diététiciennes aussi pour voir comment suivre leur alimentation, leur gain pondéral et le gain pondéral du fœtus pour éviter que le poids du fœtus dépasse les 3500. Donc, si vous êtes dans un hôpital, dans une ville où il y a une diététicienne ou un diététicien, je vous conseille de référer la dame chez elle. Ok, d'accord. Merci beaucoup, docteur, pour les éclaircissements. Pas de quoi. Merci aussi pour les questions. Donc, s'il y a une autre question, qui avait encore levé la main? Soyera, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Allô, oui, vous m'entendez? Soyera, vous avez... Bonsoir. Oui, on vous entend bien. Voilà, moi je voulais demander seulement concernant les précautions que certaines femmes doivent prendre pour ne pas avoir hémorroïdes pendant la grossesse. Merci beaucoup. Merci pour la question. Déjà, juste rappeler que les crises hémorroïdaires surviennent généralement dans un contexte de constipation en général. Et dans les modifications physiologiques gastro-intestinales précisément, chez la femme enceinte, il y a la constipation. La constipation qui est liée aux effets de la progestérone en ralentissant le péristatisme et en occasionnant la constipation chez la femme enceinte. Donc, la constipation est un facteur de risque de maladie hémorroïdaire. La femme enceinte étant sujet à la constipation, par conséquent, la femme enceinte a un facteur de risque énorme de maladie hémorroïdaire. Donc, les conseils à donner à ces femmes-là, c'est réduire au maximum les facteurs constipants. Sur le plan nutritionnel, chez nous, c'est généralement la banane qu'il faut bannir de ces fruits parce que la banane est un aliment qui constipe. Il faut bannir certains aliments durs comme chez nous le manioc, le bâton de manioc, parfois le macabo chez certaines femmes. Encourager l'hydratation fréquente. Un verre d'eau toutes les 2 heures, c'est bon. Encourager la consommation des aliments riches en fibres, notamment les légumes, les fruits tels que les oranges, ananas, papaye, sont là les conseils qu'on donne aux femmes enceintes. Mais cela n'exclut pas la survenue des maladies hémorroïdaires. Il faudra leur dire que c'est des conseils qui permettent de diminuer le risque de survenue de cette maladie. Mais ça n'annule pas parce que la grossesse en elle-même est un facteur de risque de maladie hémorroïdaire. Je ne sais pas si... Monsieur Soyera, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Pas de quoi. Des questions, des commentaires, des expériences personnelles. Oui, vous avez la parole. Monsieur Soyera a la parole. Je vois qu'il a levé la main. Est-ce que Ouattara peut désactiver son micro? Il y a trop d'interférences. Je peux demander une autre question? Ok, donc il y a une question dans la discussion. Peut-on savoir, s'il vous plaît, la posologie de ces deux médicaments? Quels sont le fer et l'acide folique? Donc, généralement, le comprimé d'acide folique que nous prescrivons en gynécologie obstétrique, c'est de l'acide folique dosé à 5 mg. Donc, il peut exister d'autres formes, d'autres posologies, mais ce que nous prescrivons en gynécologie, c'est de l'acide folique dosé à 5 mg. Et les besoins quotidiens en acide folique étant de 400 microgrammes par jour. Donc, nous espérons atteindre ces objectifs en prescrivant les 5 mg d'acide folique par jour. Donc, vous écrivez juste sur votre ordonnance acide folique 5 mg et la patiente sera servie. Concernant le fer, il existe plusieurs dosages. Donc, généralement, chez nous, durant le suivi des femmes enceintes, on préfère utiliser les associations fer plus acide folique. Et dans ces associations-là, généralement, le fer a eu un dosage qui varie entre 40 et 60 mg. Juste à titre de rappel que seulement 10% de ce fer sera absorbé, le reste sera éliminé par voie digestive. Donc, c'est largement suffisant pour pallier aux besoins journaliers en fer chez la femme enceinte. Des questions. Yannick a encore levé la main. Oui, Yannick, nous vous suivons. Ok, merci, docteur, de me repasser la parole. Oui, j'ai une question concernant les infections génitales en grossesse. Que ce soit les infections génitales basses ou bien les infections génitales hautes. Bon, dans les infections génitales hautes, généralement, on préconise l'association d'une quinolone et d'un imidazolé pour pouvoir couvrir tous les germes à l'origine des infections génitales hautes. Et pour l'infection génitale basse, on a souvent aussi pour coutume d'utiliser les antibiotiques en ovule. Sauf que pour beaucoup de ces antibiotiques-là, que ce soit en ovule ou bien en comprimé, il y a c'est contre-indiqué en grossesse en fait. Et du coup, je suis souvent un peu buté quand je regarde les propriétés du médicament. On met comme contre-indication la grossesse. Beaucoup d'antibiotiques en ovule et en oral. Bon, les quinolones particulièrement, je crois que ça c'est clair. Au point où je me retrouve souvent à utiliser les et je m'arrête là. Donc, je voudrais avoir un peu des conseils à ce sujet. Merci. Ok, merci de la question. C'est vraiment une question qui mérite vraiment, je peux dire, des félicitations. Permettez-moi de dire parce que c'est une question intéressante. Même nous, en spécialisation, nous sommes souvent confrontés à ce type de problème.
Mais il faut déjà qu'on définisse le contexte au préalable. L'infection génitale haute est rarissime ou inexistante chez la femme enceinte. La condition qui est cette infection-là est que le rapport sexuel fécondant soit aussi la cause de l'infection génitale haute. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a grossesse, le col reste fermé jusqu'à l'accouchement. Donc, il n'y a pas possibilité, puisque dans 95% des cas, l'infection génitale haute survient de façon ascendante, donc par voie basse. Donc, c'est selon les données épidémiologiques, il n'est pas facile de voir une infection génitale haute sur grossesse. Généralement, c'est des causes de fausses couches ou d'avortement spontané. Donc, c'est très difficile. Et le diagnostic d'infection génitale haute de façon générale, en dehors de la grossesse, dans notre contexte, est aussi très difficile. On se base sur les arguments anamnéstiques, cliniques et paracliniques. Mais la clinique domine beaucoup parce que quand il y a cette douleur à la mobilisation du col dans le signe des chandeliers, c'est un élément fort dans la décision, dans l'orientation diagnostique. Donc, à votre niveau, je dirais pas, je ne penserais pas à une infection génitale haute sur grossesse. Je ne penserais pas en premier à cette infection-là. Je chercherais les autres causes de douleurs pelviennes en grossesse, notamment appendicite aiguë, cholécystite sur grossesse, torsion d'un myome pédiculé sur grossesse. Bref, les autres douleurs qui peuvent survenir sur grossesse. Parce que le diagnostic d'infection génitale haute sur grossesse est rarissime. Donc, on ne doit pas penser à ce diagnostic avant de citer au moins ces 6 diagnostics. Donc, c'est loin derrière et c'est très rare. Donc, je préfère ne pas retenir ce diagnostic-là. Bon, maintenant, s'il advient qu'à l'issue d'un antibiogramme, il y a un médicament indiqué pour la prise en charge et qui est contre-indiqué chez la femme enceinte, nous, en gynécologie, on dit qu'on préfère accorder la priorité à la marmite et non à la sauce. Parce qu'on peut verser la sauce et utiliser la marmite pour d'autres repas. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que si le seul médicament qu'il faut pour sauver la mère serait toxique pour le bébé, on va utiliser ce médicament pour sauver la mère. Donc, c'est de façon générale, si vous êtes confronté à un antibiogramme qui est contre-indiqué chez la femme enceinte, et donc c'est le seul médicament qui puisse être administré, donc il faut penser sauver d'abord la mère. Et ce n'est pas dit de façon certaine que le médicament qu'on va utiliser serait toxique pour le bébé, non. Donc, il y a des risques que cela ne soit pas toxique pour le bébé. Mais si on est sûr que c'est le seul médicament qu'il faut pour soigner la mère, on soigne en expliquant le contexte à la famille, juste, c'est tout. Maintenant, concernant les infections génitales basses, toute infection génitale basse peut survenir chez la femme enceinte. Et on pourra respecter, surtout à partir du 2e trimestre de traitement. En général, les ovules passent à partir du 2e trimestre.
Mais l'infection génitale basse la plus fréquemment rencontrée chez la femme enceinte, c'est les candidoses vaginales, due à ce terrain d'hyperœstrogénie qui a des effets sur les cellules de la muqueuse vaginale en entraînant l'augmentation de l'acidité du pH, en entraînant le pH plus acide, propice ainsi au développement et à la multiplication des candidats dans la muqueuse vaginale à l'origine de la candidose vaginale. Yannick, je ne sais pas si je me suis expliqué, si tu as des commentaires par rapport à ce que j'ai dit. Je te repasse la parole avant de continuer. Ok, merci beaucoup. Je crois que vraiment, vous m'avez apporté beaucoup d'éclaircies, mais j'ai encore un petit point d'ombre. Oui, vous avez dit que justement, le diagnostic d'infection génitale haute en grossesse, c'est presque inexistant dû au fait que l'école est fermée. Maintenant, bon, ce qui peut-être m'induit parfois en erreur, je ne sais pas si ça m'induit en erreur ou bien ça me fait penser davantage à l'infection génitale haute, c'est que une patiente vient avec des douleurs pelviennes latéralisées et quand elle fait une échographie, l'échographe vous parle d'une annexite. Et à ce moment, je me dis, bon, il y a la clinique, maintenant l'échographie qui me dit aussi qu'il y a une annexite. Est-ce que c'est pas vraiment haute? Ou bien dans ce cas-là, il faut considérer cette annexite-là comme une infection génitale haute chronique. Okay. Allô, docteur Bildi, s'il te plaît, éloigne-toi un peu du téléphone. Ta respiration crée beaucoup de bruit. Ok. Bon, merci pour la question, Yannick. L'infection génitale haute, les chlamydioses, les infections à mycoplasme, Neisseria gonorrhée, les infections anaérobies peuvent laisser au niveau des trompes des séquelles. Et ces séquelles-là peuvent être vues par une image, une échogénicité, une hyperéchogénicité, notamment un épaississement de la trompe supérieur à 5 mm. Donc, lorsque la trompe est épaissie et hyperéchogène, le radiologue parle des stigmates ou signes radiologiques d'annexite. Mais ça ne dit pas de façon certaine l'existence d'une infection. Ça oriente vers l'atteinte tubaire qui peut être des séquelles. Par exemple, un accolement utéro-ovarien chez les radiologues traduit une annexite chronique. Mais ça ne dit pas, ce n'est pas un examen qui permet de façon certaine de dire qu'il y a une infection qui est en cours. Ça peut être les stigmates, ça peut être les séquelles d'une infection, juste. Donc, le gold standard pour poser le diagnostic de PID, donc infection génitale haute, vous serez surpris, mais sachez que c'est la cœlioscopie diagnostique. Donc, par cœlio, avec une caméra, on voit l'aspect inflammatoire des annexes. C'est le seul examen qui, de façon certaine, permet de poser le diagnostic d'infection génitale haute ou de PID. Donc, je ne sais pas si Yannick a encore des questions ou il a compris. Merci. D'accord, docteur, j'ai compris. Mais j'ai une dernière petite question concernant un autre sujet avant de partir. Je ne sais pas si j'en abuse un peu depuis. Non, c'est bon, il faut poser les questions. Je t'encourage même. En fait, c'est une question qui est peut-être un peu banale. C'est le cas des patientes qui disent qu'elles ont continué d'avoir des menstrues pendant un certain nombre de mois. Et quand elle vient, vous constatez que peut-être elle est déjà à 20 semaines d'aménorrhée, mais elle vous fait comprendre que les mois précédents, les menstrues continuaient de venir. Et du coup, moi, parfois, j'ai eu de la peine à répondre à ça, vu que c'est le caractère régulier de ces menstrues-là
me poser des questions. Avant, je me disais, est-ce que c'est les causes de saignement au premier trimestre de grossesse, donc peut-être les menaces d'avortement ou bien saignement d'implantation, mais comme c'est le caractère régulier de ces menstrues-là qui m'a fait me poser des questions. Donc, je voudrais avoir un éclairci dessus. Yannick, il y a une chose en médecine. Il y a le caractère subjectif et il y a le caractère objectif. Le caractère subjectif est basé sur ce que la patiente dit. Et objectivement, c'est ce que vous voyez. Donc, généralement, quand il y a des cas comme ça, on accepte, on écrit dans le dossier, mais ça reste subjectif. Donc, si cliniquement, vous n'avez pas d'argument pour défendre ces hypothèses-là, vous utilisez juste ça comme des aspects subjectifs, c'est tout. Donc, vous ne pouvez pas avoir une patiente qui a 20 semaines, qui vient et vous dit chaque mois, elle avait ses règles normales, durer dans les 3 à 5 jours comme d'habitude, faire du sang noirâtre, non coagulable et tout ça. Vous acceptez juste parce qu'elle vous dit, mais scientifiquement, ça ne s'explique pas. Donc, si vous avez objectivé, vous pouvez défendre ça, mais tant que ce n'est pas vous, ça reste subjectif et vous retenez ceci comme ça. Donc, il y a des étiologies connues, il y a des explications qui puissent expliquer les saignements sur grossesse. Et nulle part on parlera des menstrues. Donc, sur le plan médical, sur le plan scientifique, ça ne s'explique pas. Donc, vous allez utiliser ces saignements-là comme des, entre guillemets, méthodologies sur grossesse. Vous discutez en fonction du thème de la grossesse des étiologies possibles. C'est bon, D'accord, Yannick? oui, docteur, c'est très bon même. Merci, docteur. De rien, de rien. D'autres questions? Il y a notre ami Soyera qui a levé la main depuis le début de la séance, depuis le début de la discussion. Est-ce que Oui, monsieur So. Est-ce que monsieur So nous écoute ou pas? Je crois qu'il avait à poser une question. Peut-être c'est une erreur de laisser cette main levée. Il avait posé une question. On avait répondu. D'accord. Je vais donc abaisser la main. Ah. Il y a Yannick Mboyong qui a activé le micro. Je ne sais pas s'il y a un truc à dire. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, S'il vous plaît, je suis étudiant en médecine. J'aurais une question. En fait, je voudrais savoir à propos de la... Je suis au Cameroun. D'accord. Je voudrais savoir notamment au propos de la prescription de l'aspirine. Il me semble qu'au niveau de certaines femmes, bon, d'après quand j'ai fait mon stage en gynéco, il y a certaines chez qui l'aspirine est donnée. Je pense que c'est vraiment celles qui ont eu un épisode de prééclampsie au cours d'une grossesse précédente. Donc, je voudrais savoir notamment à quel moment des consultations c'est préconisé et la posologie et même probablement le mécanisme d'action de l'aspirine vis-à-vis de la grossesse en cours en cas de prescription. Ok. Merci pour cette question. Donc, l'aspirine est bel et bien conseillée chez les femmes qui ont des antécédents de maladies hypertensives sur grossesse. Ça peut être une prééclampsie, ça peut être une hypertension artérielle sur grossesse, mais c'est généralement lors des prééclampsies, antécédents de prééclampsie qu'on prescrit. À quel âge de la grossesse? À partir de la 13e semaine, 12e, 13e semaine, donc à la fin du premier trimestre, qu'on prescrit de l'aspirine. À quelle posologie? 100 mg par jour, donc c'est microdosé. 100 mg par jour pour un effet anti-inflammatoire attendu. Quel est le mécanisme de l'aspirine? Le mécanisme de l'aspirine joue un rôle dans le phénomène de placentation. Donc, durant
la placentation, il y a la phase vasculaire. Durant la phase vasculaire qui se caractérise par l'invasion des trophoblastes dans les artères spirales au niveau de l'utérus, plus précisément au niveau de l'endomètre. Ces artères spirales qui traversent le myomètre pour finir la portion proximale de l'endomètre. Donc l'invasion de ces artères spirales-là est accompagnée généralement par un phénomène antivasculaire. Ce phénomène antivasculaire est médié par les substances vasoactives libérées vont agir sur la paroi du vaisseau en favorisant la vasoconstriction du vaisseau. Or, l'utilisation de l'anti-inflammatoire, donc de l'aspirine, interviendra donc à ce niveau-là en empêchant la vasoconstriction médiée par les substances vasoactives. Donc, s'il y a inhibition de la vasoconstriction, il y aura donc une vasodilatation. Donc, la vasodilatation va donc permettre une bonne perfusion placentaire. Et s'il y a une bonne perfusion placentaire, il n'y aura pas une grande quantité de substances vasoactives dans la circulation maternelle. Par conséquent, les risques de prééclampsie, de survenue de récidive de prééclampsie sont réduits. Donc, s'il faut paraphraser, c'est quoi? C'est que durant la placentation, l'invasion trophoblastique des artères utérines est généralement suivie par l'action des substances vasoactives. Et ces substances vasoactives entraînent des vasoconstrictions de façon généralisée chez la mère. Et qui dit vasoconstriction dit augmentation de la pression artérielle. Qui dit augmentation de la pression artérielle dit survenue de prééclampsie. Donc, pour contrer dans ce phénomène de vasoconstriction, l'utilisation de l'aspirine donc est nécessaire. Cela permettra de garder le vaisseau vasodilaté, diminuant ainsi la sécrétion des substances vasoactives et l'action des substances vasoactives sur l'ensemble des vaisseaux de la mère, d'où la prévention de la survenue de la prééclampsie chez la mère. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai essayé d'être implicite et Oui, clair. merci, docteur. Yannick, Je c'est pense bon? que ça a été quand même clair. Ça a été clair. D'accord, merci. Et juste pour rappeler, ça reste des études, des études ont pu démontrer le cas. C'est des études qui ont montré qu'il serait bénéfique de prescrire de l'aspirine chez des femmes qui ont des antécédents de prééclampsie. Bon, certains consultants utilisent aussi l'aspirine chez des femmes ayant des âges extrêmes, qui est antécédent de prééclampsie ou pas. On sait que la prééclampsie a des facteurs de risque, notamment les âges extrêmes. Donc, une grossesse chez une patiente qui a moins de 18 ans ou qui a plus de 35 ans, je peux prescrire de l'aspirine à visée prophylactique chez cette patiente. Et c'est tout à fait normal parce que son âge la classe comme étant un facteur de risque de survenue de prééclampsie.
Donc, on peut utiliser aussi chez des femmes qui ont des facteurs de risque sans antécédents de prééclampsie. C'était juste un ajout. Est-ce qu'il y a des questions, des ajouts, des commentaires? Oui, Yannick a levé la main. Ok, merci docteur de me passer la parole une fois de plus. Il y a deux questions qui me sont revenues là. La Oui. première, c'est de savoir quand une patiente a les myomes en grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ce que j'ai vu faire une gynéco-obstétricienne, c'est que elle donnait un progestatif de synthèse et par la suite, elle m'avait fait comprendre qu'elle allait continuer avec un inhibiteur calcique dans un but de faire la tocolyse. Je n'ai vraiment pas totalement saisi l'intérêt de la chose, donc de donner un progestatif de synthèse après donner un tocolytique. Et ma deuxième question, c'est de savoir, à propos d'un cas que j'ai vu, une patiente chez qui l'échographie à 7 semaines d'aménorrhée avait montré un hématome rétrotrophoblastique. Et du coup, je voudrais savoir quelle est la prise en charge dans ce cas. Merci. Ok, merci pour ces questions. Merci vraiment d'être actif. Ça permet aussi aux uns et aux autres de réviser et c'est bien. Donc, concernant la première question, myome sur grossesse, on ne fait rien. Myome sur grossesse, on ne fait rien. S'il est symptomatique, on traite et le traitement reste symptomatique. Donc, généralement, c'est la douleur et la prise en charge consiste à donner des antalgiques en premier, des anti-inflammatoires. Donc, pourquoi? Parce que durant la grossesse, la taille du myome augmente et il y a une dissociation entre la croissance du myome et l'apport sanguin. Ce qui fait que la partie la plus vascularisée du myome sera la partie périphérique. On dit qu'on a une vascularisation centrifuge. Ça veut dire que le sang a tendance à aller plutôt vers l'extrémité au lieu de venir vers la partie centrale. Ce qui fait que la partie centrale est dévascularisée et se nécrose. D'où le nom de nécrobiose aseptique, parce que c'est une nécrose qui survient dans une situation aseptique. C'est important, puisqu'il y a une composante vasculaire, de prescrire un anti-inflammatoire pour favoriser la vasodilatation et pour permettre de gérer la douleur d'une part et d'autre part favoriser la vascularisation du myome. Donc le progestatif et l'inhibiteur calcique, des études ont montré que sur le myome, il existe des récepteurs à l'œstrogène et à la progestérone. Donc, de nos jours, la survenue des myomes n'est pas seulement due à l'hyperœstrogénie, parce que sur ces myomes-là, on retrouve aussi des récepteurs à la progestérone. Donc, je pense que le progestatif, qui a des effets anti-œstrogéniques, puisque c'est l'antagoniste de l'œstrogène, peut aussi être utilisé comme un tocolytique. Donc, progestatif et inhibiteur calcique ici ont à peu près le même effet chez la patiente. Donc, c'est dépendant de l'expérience de la gynécologue qu'elle a eu à prescrire cela, mais selon les mécanismes d'action, le progestatif a un effet anti-œstrogénique et c'est aussi utilisé comme tocolytique à l'instar de l'inhibiteur calcique. Donc, c'est une association de tocolytiques qui a été utilisée chez la patiente. Concernant l'hématome rétro-ovulaire, généralement, durant l'implantation, durant la nidation, il y a ce qu'on appelle très fréquemment, très couramment, le saignement d'implantation. Donc, ce saignement d'implantation peut être extériorisé ou pas.
Lorsqu'il est extirpé, on dit qu'il y a saignement d'implantation, on tranquillise la patiente. Et juste pour rappeler que 50% de femmes enceintes saignent au premier trimestre. Et sur les 50% là, 50% vont perdre la grossesse et 50% vont voir leur grossesse évoluer normalement. Donc, ce saignement, lorsqu'il est extirpé, on dit qu'il y a saignement d'implantation. S'il n'est pas extirpé, un hématome peut rester tout autour de l'œuf, mais qui est tout à fait normal. Donc, ce qu'il faut généralement faire dans ce cas-là, c'est juste une surveillance échographique parce que ça peut aussi traduire le début d'une menace d'avortement. Donc, généralement, un hématome, qu'est-ce qu'on fait? On surveille juste, on tranquillise la patiente, on recherche les facteurs de risque de fausse couche spontanée. S'il y en a, on traite. C'est tout. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu de façon intégrale à tes questions. Oui, docteur, vous avez répondu de manière intégrale. Merci beaucoup, docteur. Pas de quoi, merci encore pour la question. Donc, s'il y a des questions, merci de les poser. La parole est à qui veut la prendre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je demande, est-ce que malnutrition des femmes en état peut affecter neurologiquement les fœtus? Merci. Pardon, je n'ai pas bien suivi. Je dis malnutrition des femmes qui sont en état. Est-ce que ça peut affecter neurologiquement les fœtus? Est-ce que l'intelligence des fœtus, ça peut être affecté? Des gens qui sont nés des mamans malnourries, ça peut affecter l'intelligence des enfants. Okay, merci. Ok, merci pour cette question très intéressante. Oui. La malnutrition a des effets sur tous les systèmes, l'ensemble des systèmes de l'organisme. Donc, comme chez l'enfant, comme chez le nourrisson, le fœtus aussi souffre lorsque la maman est malnutrie et c'est tous ses organes qui sont en souffrance. Donc, il peut avoir un impact de cette malnutrition sur le développement neurologique, psychologique, psycho-affectif de l'enfant. Il y a une association. Les deux vont ensemble. Oui, Yannick a une question. Docteur, la question m'a un peu fui. Je cherche encore. Ok. Allô? Oui, allô. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'aimerais juste revenir sur l'administration de l'aspirine en cas d'hypertension et grossesse. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas systématique. Hein. Même chez nous, ici, ce n'est pas systématique. Mais par contre, il y a certains gynécologues qui ont fait des expériences et ils mettent souvent leurs patients sous Aspergique 100 mg à partir de la 12e semaine à la 36e semaine chez les patients qui ont eu à faire des prééclampsies aux grossesses précédentes. Bon, ils disent que quand ils mettent les patients sous aspergique, là, ça prévient la crise et même par rapport à la tension, ça régule mieux la tension et elles ne font presque pas de crise. Ça, c'est pas prouvé, c'est juste, on va dire quoi, des expériences professionnelles, mais c'est pas prouvé quand même. Oui. Bon, c'est ce merci. Que... Oui, merci. Je crois qu'on a... Oui, c'est connu. Il y a des études qui l'ont prouvé. Il y a des études qui l'ont prouvé et c'est appliqué ici chez nous. Ici au Cameroun, presque tous les gynécologues appliquent cela. Chez des patients ayant des facteurs de risque de prééclampsie, on utilise de l'aspirine à faible dose. Ça permet à partir de la 12e, 13e semaine,
en sachant que la placentation se fait autour de 14-16 semaines, de limiter les risques de prééclampsie. C'est vrai, ça veut dire que on a eu à parler, à expliquer le mécanisme physiopathologique, le mécanisme d'action de l'usage de l'aspirine dans la prévention. Je crois que vous êtes sûrement venu quand on avait déjà traversé cette question. Mais sinon, merci de nous le rappeler. Ça veut dire que dans plusieurs pays en Afrique, on utilise l'aspirine pour prévenir la survenue des récidives de prééclampsie ou chez des femmes ayant des facteurs de risque de prééclampsie, ça permet de limiter les risques de survenue. Merci vraiment. On arrête à partir de la 36e semaine parce que on donne 4 semaines pour une clairance, pour améliorer le caractère, pour améliorer l'état hématologique de la patiente. Parce que en donnant l'aspirine, ça a aussi des effets anti-agrégants. Et si on continue jusqu'à 40 semaines, il y a risque d'hémorragie du postpartum par coagulopathie. Donc, c'est pourquoi on arrête à 36 semaines. C'est juste aussi un ajout. Merci pour cette information. Oui, question. Oui, docteur, je voudrais revenir. Oui, Oui, on vous suit. docteur, cette question, c'est concernant le diagnostic de la rubéole en grossesse. Il y a une gynécologue qui m'a fait comprendre que, bon, déjà, ça ne se traite pas et qu'on fait juste la surveillance. Mais je n'ai pas donc compris l'intérêt. Si on n'arrive pas à traiter la rubéole quand elle est diagnostiquée et qu'on la surveille simplement, est-ce que c'est dans un but médico-légal? C'est ça ma question. Merci. Ok, merci. Déjà, c'est une maladie virale et c'est une maladie qui entraîne des embryophétopathies. Mais le risque d'atteinte d'embryophétopathie est inférieur à 40%. Donc, à cause de ça, beaucoup, chez les patients qui n'ont pas assez de moyens, préfèrent ne pas prescrire cet examen-là. Maintenant, c'est si durant l'échographie du deuxième trimestre, on met en évidence une malformation, à ce moment-là, dans la démarche diagnostique étiologique, on peut donc a posteriori demander cet examen. Mais de façon routinière, beaucoup de gynécologues préfèrent ne pas le demander parce que même s'il est positif, on fait juste une surveillance, comme tu as dit. Donc, à quoi bon ça sert de faire payer cet examen qui coûte pratiquement 15-16 000 et qui n'a pas de nécessité thérapeutique. Donc, il n'y a pas un traitement après. Et sachant que c'est environ 40% de patients qui auront cette rubéole qui vont transmettre ce virus, qui auront donc une malformation en rapport avec cette infection. Donc, il faut juste surveiller. Je suis d'accord, comme tu as suivi, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on surveille juste. Donc, moi, personnellement, je ne demande pas la rubéole. Je préfère, à travers l'examen morphologique au deuxième trimestre, voir si c'est nécessaire de le faire. Mais sinon, de façon systématique, c'est faire dépenser la patiente pour rien. Parce qu'il n'y a aucun traitement qui va suivre. Merci. Ok, je crois que s'il n'y a pas de questions, si d'autres questions vous reviennent, vous pouvez les poser directement dans le groupe Medical Mind. Toutes nos excuses encore pour le retard, indépendamment de notre volonté, les aléas de la technologie ont raison de nous ce soir. Mais sinon, nous allons nous battre pour que les prochaines fois, il n'y ait pas ce type de désagrément. Je remercie tout un chacun d'avoir participé à cette séance.
Ça m'a fait beaucoup plaisir de partager avec vous ce soir. Et le groupe reste ouvert. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous sommes là, c'est la science. Nous sommes là pour partager. Merci vraiment d'avoir participé. Je passe la parole à Dr. Douanla pour qu'il clôture la séance. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout un chacun. Merci.